Bonjour à tous. Si vous possédez un ordinateur, vous avez sûrement entendu parler de cyberattaque ou de cybersécurité. En général, l'un va rarement sans l'autre. Vous avez peut-être même été victime d'un cheval de Troie, d'un bot ou autre adware, des virus qui, sauf cas exceptionnels, sont plus embêtants que dangereux. Et si j'osais, je vous dirais que malheureusement, cela fait partie du quotidien de tout bon internaute qui se respecte. Mais avec un peu de vigilance, un bon mot de passe et un bon antivirus, vous devriez pouvoir éviter que cela se reproduise. Là, on parle de virus grand public, de virus low cost. Mais il existe une autre catégorie de cyberattaques, celles qui peuvent et veulent transformer nos vies. Comment ? En modifiant un scrutin présidentiel, en bloquant une centrale électrique ou même nucléaire, en diffusant de fausses informations, des fake news. Bien évidemment, les États feront ce qu'il faut pour pallier à cela. Mais ce n'est pas si simple. Un exemple. L'année dernière, on a appris que des milliers de cibles publiques et privées aux États-Unis ont été victimes d'une cyberattaque que la cyberdéfense américaine n'a pas pu stopper malgré des milliards de dollars d'investissement. Et l'Afrique dans tout ça ? L'Afrique est à l'aube de sa transformation numérique. L'Afrique, énorme consommateur de digital, avec ses jeunes de moins de 15 ans qui représentent 41% de la population. Que doit faire l'Afrique pour ne pas être la cible numéro 1 de la cybercriminalité ? Un expert international a déclaré il y a peu que l'Afrique devait nécessiter au mieux d'une transformation encouragée, suscitée, accompagnée de l'intérieur par des hommes et des femmes en phase avec la culture de chacun des pays et des institutions. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que cet expert, c'est mon invité. Chrysostome Kumbisamba, bonjour. Bonjour, cher Laurent. Alors, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein. Vous êtes le fondateur d'Africa Cybersécurité, qui est un réseau, une plateforme qui, comme son nom l'indique, s'occupe et s'intéresse et informe autour de la cybersécurité en Afrique. Vous avez également sévi pendant de nombreuses années à l'OIF, l'Organisation internationale francophone, et vous êtes reconnu comme étant un expert international de cybersécurité. Alors, avant de parler de cybersécurité, cybercriminalité, est-ce qu'on peut faire tout d'abord un état des lieux un peu des réseaux, des infrastructures en Afrique, que ce soit le Maghreb, que ce soit l'Afrique du Sud, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est? Est-ce qu'il y a des disparités? On en est où? Bonjour, cher Laurent, comme je le disais, et par rapport donc à ta question, faire un état des lieux sur les infrastructures en Afrique. Disons-le, en fait, l'Afrique, c'est 56 États, et dans ce sens, on parle beaucoup plus des Afriques, en fait, que d'une Afrique. Et concernant les infrastructures, ça va aussi avec donc l'évolution sociétale dans chaque pays. Et d'emblée, déjà avant d'aller peut-être dans le fond, mais je n'irai pas tout à fait dans le fond, ce qui manque à l'Afrique tout de suite d'emblée, c'est justement les informations, les données concrètes vérifiées sur l'état de ces infrastructures. Ah, donc la première difficulté pour pouvoir parler des infrastructures, c'est qu'on ne sait pas exactement où c'en est, quoi. En fait, on ne sait pas exactement où c'en est, dans le sens où, lorsqu'on voit du point de vue de l'Europe, ou point de vue des États-Unis, ou point de vue de la Chine, tout de suite, on sait voilà, où est-ce qu'on en est au niveau des infrastructures. Surtout qu'au niveau de l'Afrique, donc il y a le programme qui avait été mis en place, en tout cas accepté au niveau de l'Afrique par les chefs d'État, donc qui est l'initiative Smart Africa, qui elle justement était chargée, avait été déléguée pour pouvoir mettre en place toutes les infrastructures au niveau de l'Afrique. Et bien sûr qu'ils ont fait ce qu'ils ont pu, ça c'est une chose, mais d'un point de vue visible, le citoyen lambda ou le chercheur en fait qui veut de l'information, eh bien, à ma connaissance, il n'y a pas un site qui le fait. Mais cela étant, je vous coupe, excusez-moi, mais vous me dites le citoyen, mais bon, on voit tout de suite, si on prend son téléphone ou qu'on en a une sur l'ordinateur, on voit tout de suite si on a du réseau, si on a du Wi-Fi, quelle puissance. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir des données et des dossiers pour savoir quelle est l'évolution de l'infrastructure, non? Mais lorsque je parle de données, en fait, je parle de l'état d'avancement, la qualité des structures, parce qu'en fait, on n'en est pas encore là, mais on y arrive, mais c'est toute une logique. Alors, abordons maintenant le sujet qui nous intéresse, la cybersécurité. Mais qui dit cybersécurité dit également cybercriminalité. Alors, nos correspondants au Tchad et au Burkina Faso sont allés
faire traîner un peu leur micro et ont demandé à des internautes, à des utilisateurs, ils ont demandé quelles étaient leurs connaissances, leurs notions de cybercriminalité, de cybersécurité. On écoute, il y a quelques réponses assez intéressantes. On écoute et on se retrouve après. À mon entendement, la cybercriminalité, c'est quand on utilise le nom ou le compte de quelqu'un pour pouvoir pirater son compte. La cyberattaque est l'ensemble des actes délictueux perpétrés par des organisations criminelles, parfois même des États, par l'intermédiaire des réseaux informatiques et principalement Internet. Pour se protéger de ce fléau qui est en train de prendre de l'ampleur, il va falloir que nous, les gens un peu actifs sur les réseaux sociaux, qu'on essaie de limiter nos amis, surtout les amis inconnus, toujours essayer de nous protéger avec les antivirus. La cyberattaque, c'est du vol. C'est ça maintenant qui nous tue beaucoup dans le monde informatique aujourd'hui. Pour se protéger, il faut toujours avoir un double code, sinon un triple même, pour votre propre sécurité. Pour lutter, moi je pense qu'il faut avoir des logiciels qui peuvent t'aider à bloquer surtout des attaques du genre. Et les attaques qui arrivent, s'il y a un logiciel fort performant et toujours faire les mises à jour de la machine. Et surtout, parfois même, là, il ne faut pas télécharger des logiciels n'importe comment sur l'Internet. À partir de là aussi, tu peux vraiment avoir des virus pirates ou bien des trucs comme ça. Dans certains pays en Europe, il y a mis sur pied même d'une police pour contrecarrer ce genre de cyberattaques. Dès que vous cliquez là-dessus, ça vous balance directement sur une page. Et par là, ils arrivent à installer des logiciels malveillants sur votre soit ordinateur, voilà, ou bien votre téléphone portable. Donc la cyberattaque, il faut la redouter. Moi, je suis vigilant, je le connais, je suis vigilant, donc je ne peux jamais tomber dans le piège. Dans mon quartier, on a pris des gens, j'ai vu on a pris des gens, ils ont fait la prison, tout. Bon, sinon ça existe. En Afrique, on ne voit pas encore trop parce que les réseaux informatiques ne sont pas très développés. Chrysostome, est-ce que, alors bon, nos amis africains sont au fait des dangers à éviter. Il y a un peu tout. Il y a ne pas télécharger n'importe quoi, ne pas accepter des amis inconnus. Donc là, on est sur les réseaux sociaux. On est vraiment sur la base de la cyber. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la cybercriminalité? Oui. Ben oui, ça commence par là, parce que dès l'instant où il y a vol, donc il y a crime. Mais revenons sur la dernière intervention du témoin. Est-ce qu'il a raison en soi, enfin, quand il dit que ce qui sauve un petit peu l'Afrique actuellement de la cybercriminalité, c'est que ces réseaux ne sont pas suffisamment élaborés, ce sont des réseaux naissants. Est-ce que et que bon, à quoi ça servirait de les attaquer? Ben, en fait, il faut déjà comprendre la motivation de celui qui attaque. Et une fois qu'on a compris la motivation, on a la bonne raison. Lorsqu'on parle de cybersécurité, s'il n'y avait pas eu donc, Internet, donc s'il n'y avait pas eu ce début de transformation digitale, aujourd'hui on ne parlerait pas de cybersécurité, on parlerait beaucoup plus effectivement de la sécurité. La sécurité, ce n'est pas dans le genre « maman, mon fils, pourquoi tu ne mets pas ton casque lorsque tu es en moto ?» Mais maman, lorsque l'accident va arriver, je mettrai le casque. Alors que lorsque l'accident arrive, voilà, c'est terminé. Tout ça pour dire que finalement, le fait que les réseaux ne soient pas optimum, en fait, ben, c'est une vulnérabilité. Ah. Et cette vulnérabilité, effectivement, à ce moment-là, la connaissance de la vulnérabilité, donc des failles dans le réseau, cela constitue en fait une porte dérobée pour le criminel, en fait, d'atteindre son cible qui, des fois, puisque vous l'avez dit dans votre présentation, qui se trouve en fait à un niveau beaucoup plus élevé. Vous avez déclaré il y a peu dans une interview, vous avez dit au sujet du monde cyber, il ne s'agit pas seulement de maîtriser la technique, il s'agit aussi de la connaissance et de la compréhension humaine. Est-ce que, en fait, tout simplement, vous êtes en train de dire que le maillon faible dans le cyber, ce n'est pas la machine, c'est l'homme? Non. De toute façon, le maillon faible dans le monde cyber, c'est l'homme, c'est pas la machine. Pourquoi je le dis? C'est parce que autant la machine, puisque quand on parle, voilà, bien sûr qu'on a commencé avec les infrastructures, donc la machine, mais lorsqu'on parle de transformation digitale, donc transformation numérique, en fait, voilà, je dirais peut-être il y a à peu près 5 piliers. Donc il y a bien sûr les infrastructures,
OK. Et puis après, donc, il y a la partie logique, donc c'est tous les logiciels qu'on développe. Et il y a aussi la partie contenu, donc c'est les données effectivement qu'on engrange ici et là, les data. Et après aussi, en fait, il y a la dernière partie qui est, si on peut le dire, l'avant-dernière partie, en fait, qui est donc la perception au travers des data. Et après arrive le comportement humain face donc à cette perception la perception des data. Donc, et lorsqu'on parle de cybersécurité, mais en fait, si on veut l'endiguer, il faut agir sur tous ces piliers-là. Mais en fait, là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que alors qu'on sait qu'il ne faut pas échanger, il faut changer de mot de passe, alors qu'on sait qu'il ne faut pas partager des informations. C'est quoi? C'est un manque d'éducation? Ça manque d'éducation? On n'éduque pas les gens à l'utilisation? Vous pensez, vous, qu'il faudrait carrément qu'il y ait des cours, au même titre qu'il y ait des cours d'histoire, des cours de mathématiques, des cours de langue, il faudrait qu'il y ait des cours d'informatique ou de réseaux sociaux ou d'utilisation du web? Ben justement, en fait, parce que lorsqu'on parle de transformation, lorsqu'on parle de cybersécurité, donc de digital, le digital vient se greffer, en tout cas, on est dans la continuité de l'informatique. Donc on ne parle pas de l'informatique, mais l'informatique est embarquée. Et une fois qu'on l'a compris, et lorsqu'on parle maintenant de cybersécurité, la cybersécurité n'a de sens que si elle est adossée à une stratégie, donc à une vision. Et à partir de là, la cybersécurité, c'est toutes les mesures qu'on va prendre pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et naturellement, puisqu'on est dans une vision, donc on est dans une stratégie, et l'éducation s'embarque avec la connaissance. Avec la connaissance, bien sûr, en fait, mais la mise en œuvre de la stratégie. Là, on parlait des virus, des attaques. Il y en a une qui fait beaucoup de mal en ce moment et qui touche aussi bien les particuliers que les grandes entreprises, voire même certaines immenses institutions. C'est le ransomware, qui fonctionne plutôt pas mal. Alors, plutôt que des grands discours, on va regarder l'exemple d'une Américaine qui a été victime du ransomware. Et pourtant, c'était quelqu'un comme vous, enfin, comme moi, peut-être pas comme vous, mais en tout cas comme moi. On regarde. Valérie Goss est conseillère conjugale en Californie. Récemment, en allumant son ordinateur, elle découvre une bien mauvaise surprise. Il y a eu un écran noir et du texte qui disait que mes données avaient été encryptées. Donc je me suis dit que j'avais dû faire une mauvaise manipulation. Mais elle réalise rapidement que ses données ont été prises en otage par des pirates informatiques qui lui demandent 500 $ en bitcoin, une monnaie virtuelle, dans les 24 heures, sous peine de ne jamais revoir ses dossiers. J'ai eu l'impression d'être volée. J'ai eu peur, il fallait tout de suite que je fasse quelque chose. Est-ce que le problème avec ce type d'attaque, c'est qu'en fait, j'ai lu quelque part qu'il était quasiment impossible de savoir d'où ça vient avec certitude. C'est-à-dire qu'on ne peut pas incriminer ou accuser quelqu'un d'avoir agi. On a des idées de réseaux d'État, de la Chine, de la Russie. Mais si on ne sait pas qui l'a fait, on ne peut pas condamner, on ne peut pas se défendre. Ben justement, et puis c'est la question telle qu'elle est posée, il faut aussi aller aussi un peu au niveau supérieur, dans la mesure où, de toute façon, si c'est fait à travers des réseaux informatiques, et les réseaux informatiques, ce sont donc bien sûr, c'est de la connexion, c'est du matériel, mais tout est tracé. Et sous réserve qu'il y ait une collaboration internationale, mais vraiment, voilà, comme le nom l'indique, il est tout à fait possible justement de le tracer et de savoir d'où est-ce que ça vient. Sauf que dans la réalité, les États, ils ne se sont pas encore mis d'accord, et puis l'ordre international, en fait, tarde à venir dans ce contexte-là. Et à partir de là, justement, il devient difficile de savoir d'où est-ce que ça vient. Alors, maintenant, nous allons véritablement parler de l'Afrique, de la cybersécurité, et des cyberattaques et de la cybercriminalité, et l'Afrique et sa position face à ça, notamment avec votre plateforme, qui, je le rappelle, s'appelle Africa Cybersécurité. Pourquoi vous avez créé ça? Quel a été le moment, le déclic? Quelle a été la prise de conscience où vous vous êtes dit, il faut que je vienne, il faut que je partage mes acquis avec mes compatriotes, mes amis terriens? Pourquoi vous êtes lancé là-dedans? En fait, si je me suis lancé là-dedans, on peut le dire, en fait, c'est une maturation qui a germé en moi depuis longtemps.
et qui puis finalement m'a amené à faire donc, des études informatiques, des études de mathématiques, informatique donc, dans mon pays d'origine, le Congo-Brazza, et qui m'a amené au sein de la francophonie, où ça c'était au niveau institutionnel. Après 20 ans d'institutionnel, donc j'ai été faire le MBA en management de la sécurité des données numériques. Mais déjà, au sein de la francophonie, je commençais à me poser des questions, puisque voilà, avec toutes ces informations qu'on a sur les États africains, mais quel est l'état de la situation? Je n'avais pas encore cette perception donc, géopolitique. Et donc, à l'issue donc, de mon diplôme, hein, de ma formation, et justement, on était donc en pleine période électorale sur pas mal de continents africains. Et là, il y a des images en fait qui m'ont traversé, qui me reviennent toujours. Pendant les élections, on a vu un jeune homme qui devait aller voter et finalement qui a reçu voilà, par les violences, qui a été atteint et on l'a transporté avec le drapeau de son pays. Et ça, c'est une image qu'on n'oublie pas. Et je me suis dit, tiens, mais il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à transmettre par rapport à ça. Et justement, pour ma thèse, hein, pour obtenir mon diplôme, donc j'ai fait une thèse confiance et sécurité dans le vote électronique. Et donc, lorsque je le fais, et j'avais le choix, puisque je venais terminer ma formation, j'avais le choix où je reste en Europe avec un bon salaire, vivre tranquille avec ma famille, ou justement me dire, oh, non, ce que j'ai appris, ça n'aura de sens que si je peux le transmettre. Et pour le transmettre, on n'oublie jamais d'où est-ce qu'on vient, et compte tenu de ça, et puis il y a aussi la deuxième motivation. La deuxième motivation, c'est, de toute façon, j'ai pris conscience que de toute façon, la sécurité de l'Europe, compte tenu donc de la proximité, la sécurité de l'Europe dépendait aussi, la sécurité numérique dépend aussi de la sécurité numérique de l'Afrique. Et ayant cette double culture, ben pour moi, après, le choix s'est fait naturellement. Bien sûr que je l'ai appelé Africa Cybersécurité, mais comme j'aime bien le dire, je l'ai appelé Africa Cybersécurité parce qu'il y a une logique de marque et que parce que j'attaque le continent africain, et lorsqu'il faudra attaquer maintenant le continent européen, eh bien, ça sera Europa Cybersécurité. Mais là, en fait, cette action aussi, cette création d'Africa Cybersécurité, vous vous êtes posé la question, vous vous êtes dit que la cybercriminalité pouvait être un frein à l'expansion et au développement de l'Afrique à partir du moment où les réseaux vont être un petit peu plus performants. Ça peut vraiment être un gros problème pour l'Afrique si ce n'est pas pris à temps? Ben, au moment où je le créais, je n'avais pas encore la perception je ne voyais pas encore en fait la cybercriminalité, mais je voyais beaucoup plus ce que pourrait apporter le numérique dans le contexte du développement de l'Afrique. Et c'est donc en allant en contact avec les acteurs qu'au fur et à mesure, ça l'est fait. Mais je précise le bien fondé donc, du réseau Africa Cybersécurité, c'est dans l'accompagnement. Donc, ce n'est pas de l'aide, en fait, mais c'est de l'accompagnement. Donc, si vous accompagnez des gens qui n'ont pas de notion, c'est un peu de l'aide aussi. Ben, en fait, de l'aide dans le sens où, voilà, de manière itérative, de manière itérative, en fait, ben, amener à une certaine expertise pour que les gens se prennent en charge. Sachant qu'en matière de cybersécurité, d'un côté, vous avez les logiciels qui se développent. De l'autre côté, normalement, lorsqu'on a mis en place le cadre qu'il faut, il y a aussi les lois qui doivent changer. Et les lois, ils doivent être mis en corrélation donc, avec l'évolution technologique. Ce qui fait que voilà, on est en plein mouvement et puis il faut pouvoir être en mesure de pouvoir suivre toutes ces évolutions. Alors, une petite question. Considérons que pour certaines régions d'Afrique, le digital ne soit pas juste un luxe ou un divertissement, mais soit un outil qui va pouvoir faciliter l'accès à la santé, la finance, l'éducation ou ce qui fait société, en fait, et ce qui fait qu'une population s'élève, s'instruit, avance. Est-ce que vous pensez sérieusement que ça, grâce au digital, certains chefs d'État bien installés dans certains pays africains depuis pas mal de temps vont permettre de se voir enlever leur moyen de pression au quotidien sur les peuples?
Mais là, en fait, là, quand vous me posez la question, c'est beaucoup plus, voilà, il faut parler aux dirigeants. Et j'insiste, avant de répondre à votre question, et dans la démarche d'Africa Cybersécurité, donc lorsque je dis accompagnement, et bien sûr, en fait, le réseau avait été partenaire du dernier forum Paix et Sécurité en Afrique à Dakar, où justement, on était donc dans un atelier où on disait quelle était la priorité pour le numérique en Afrique. Et notre position était claire. La première des priorités pour la transformation numérique de l'Afrique, c'est la sensibilisation des dirigeants à la prise de conscience des enjeux du numérique. Parce que le président, je vous ai bien dit tout à l'heure que j'avais fait ma thèse sur les élections. En fait, les élections, c'est un moment où le candidat expose son programme de société. Donc, ce qui fait que le président, lorsqu'il arrive, il ne vient pas mais en fait, on lui a fait confiance pour le programme de société qu'il a proposé. Or, ça se trouve qu'aujourd'hui, surtout la jeunesse, consomme du numérique. À ce moment-là, je pense que de mon point de vue, il est du devoir du politique de permettre à la population de consommer de manière efficiente, libre, ce numérique. De toutes les façons, telles que les choses se présentent, et puis aussi on l'a vu aussi avec la pandémie, et c'est ce que l'on disait bien avant, si vous faites, en fait, c'est un tsunami qui est là. Et de toute façon, si on essaie de résister, on sera emporté par la vague. On sera emporté par la vague d'une manière ou d'une autre. Mais là, vous êtes en train de me dire quelque chose qui, en théorie, est absolument audible. Vous me dites que les jeunes ont le droit d'aller s'informer librement sur le programme. Le seul problème, c'est que les dirigeants des États, ils coupent Internet pendant la semaine des élections, quoi. Ben ouais, mais justement, mais qu'ils coupent, et puis ça, c'est une histoire de génération aussi. Et c'est une histoire aussi de manque de confiance. Qui n'a pas confiance en qui? Qui n'a pas confiance de qui? Quoi? Mais c'est justement, et c'est là où il y a la subtilité, parce que lorsque vous recevez un virus sur votre téléphone, en fait, vous pensez être la victime, et bien sûr, mais en fait, par vous, on attaque tout le système. Et il y a les menaces, les vulnérabilités, en tout cas les menaces qui sont visibles, et il y a d'autres qui ne seront jamais visibles. Et c'est ce qu'on appelle en fait la manipulation avancée. Une dernière question, parce que malheureusement, ça va vite et on va arriver vers la fin de l'émission. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'actuellement, l'Afrique a les moyens de sa révolution numérique? Parce que ça coûte excessivement cher. Et d'ailleurs, même en Europe, il y a des gens qui n'ont pas. Là, qui gère c'est les États-Unis, la Chine pour le moment. Mais en fait, est-ce que l'Afrique a les moyens? Je dirais l'Afrique a des moyens considérables. On est bien d'accord. Considérable, surtout en fait si je me réfère à l'explosion démographique. Parce qu'en tout état, le but ultime, tout ça, c'est le bien-être. Mais après la compréhension de la technologie et tout ce qui s'ensuit, de toute façon, l'Afrique, elle n'a pas d'industrie du numérique. Et dans ce sens, elle est bien obligée de s'associer avec le reste du monde. Mais s'associer avec le reste du monde, ça veut dire aussi, d'abord, l'Afrique doit d'abord se connaître elle-même, de manière à ne pas avoir, comme je le dis toujours, cette transformation subie. Et c'est justement là où l'Africa Cybersécurité fait toute la différence. Lorsque vous avez parlé d'Africa Cybersécurité, mais en fait, avec la crise, donc on a initié le projet qu'on appelait Cyber Afrique Tour, où justement on va dans chaque pays sur une thématique bien précise, commencer par sensibiliser les dirigeants. Une fois qu'on a sensibilisé les dirigeants, aller au niveau des opérationnels, leur faire comprendre le bien fondé de cela, et puis à la fin, c'est tout le monde qui s'y retrouve. Mais là, la question que je vous posais précédemment m'amène une seconde. Je voulais parler en fait des investissements massifs, de la présence de plus en plus omniprésente de la Chine sur le continent africain, notamment l'Afrique de l'Ouest. Vous redoutez ça un peu? Mais en fait... Non, mais parce qu'après, donner les clés de l'infrastructure data ou des données d'un pays, c'est donner les clés du coffre un peu quand même, non? Mais en fait, on donne les clés... En fait, on a déjà donné les clés du coffre. Mais c'est comme disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus redoutable pour changer le monde. Et ça suppose quoi? Ça veut dire qu'il
il y a une démarche qui est là, qui est lancée, et puis il y a une notion aussi de renouvellement de génération. Mais de toute façon, la transformation numérique qui aidera l'Afrique à se développer, elle n'est pas encore... Elle est à construire. Elle est à construire dans le sens où elle doit tenir compte donc, de tous les enjeux géostratégiques qu'il y a autour. Et dans ce sens, vu sous cet angle-là, ce qui se passe en Chine, c'est intéressant à regarder. Dans le sens où la Chine, voilà, quand on y est, quand on regarde le régime politique, on est dans une réflexion, dans une prospection à 30 ans. Ah oui. Donc, ce qui fait que ce que nous vivons aujourd'hui, ça avait été planifié il y a 30 ans. Et l'Afrique, normalement, devrait... Pour le développement de l'Afrique, pour sa transformation digitale, l'Afrique devrait regarder dans les yeux des autres États, des autres continents, qui aujourd'hui, effectivement, sont à la pointe. Alors, si l'Afrique ne regarde pas dans les yeux les autres pour l'instant, ils peuvent peut-être faire appel à vous. Alors, si on veut avoir le conseil et l'accompagnement de Africa Cybersécurité, comment on fait? Il y a un site internet, on vous contacte. Comment si un chef d'État demain se réveille, voit l'émission et dit mais il faut à tout prix que je rencontre Chrysostome, comment on fait? Comment on fait? Bon, voilà, il y a bien sûr à l'instant où je le parle, il y a un site, bien sûr, donc c'est africacybersécurité.org. Et à la date d'aujourd'hui, Africa Cybersécurité, c'est aussi une initiative de la société civile, dans le sens où on œuvre pour la mise en place d'un cadre de confiance, mais ça passe aussi par la formation à tous les étages, des deux côtés de la face. Et là, aujourd'hui, on reste ouvert, bien sûr, aux chefs d'État, et justement, on parle donc des chefs d'État. Donc, dans le cadre donc, de notre projet Cyber Afrique Tour, nous avions prévu, en tout cas programmé, qu'au mois de juin, normalement, on devrait donc organiser le premier forum africain pour la sécurité du numérique à Kinshasa. Chrysostome, je vous inviterai après cet événement, on en reparlera. J'ai été ravi de faire votre connaissance et de vous accueillir. Merci beaucoup pour toutes ces informations. TLS+, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau TLS+. D'ici là, comme d'habitude, vous le savez, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Au revoir.